Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous. Cette impression que notre cerveau nous échappe, qu'il est en quelque sorte aspiré. C'est la fameuse économie de l'attention. On va décortiquer ensemble comment notre ressource la plus précieuse est capturée et surtout ce que ça fait concrètement à notre esprit. Cette question, franchement, c'est une expérience quasi universelle, non? On a tous déjà vécu ça. Le temps qui file sans qu'on s'en rende compte, aspiré par le scroll, et à la fin, il reste un sentiment de vide, pas de satisfaction. C'est notre point de départ, parce que ce simple constat cache un problème bien plus profond. 6h30, c'est énorme. C'est le temps qu'on passe, en moyenne, chaque jour, sur nos téléphones. Et ce n'est pas qu'une statistique, hein, c'est un pan gigantesque de nos vies éveillées qu'on délègue à un écran. Ça donne une petite idée de l'ampleur du phénomène. On attaque la première partie. On a choisi un titre un peu choc, l'urgence du pourrissement cérébral. Le mot est fort, c'est vrai, mais il décrit une réalité. On est face à une vraie crise de l'attention. Et le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas une faute individuelle, une sorte de faiblesse de caractère. Non, c'est un problème systémique, un système conçu pour nous piéger. Pour bien saisir la différence, cette comparaison est très parlante. La télévision, c'était un transport passif, on se laissait embarquer dans une histoire. Les smartphones, c'est tout autre chose, c'est du renforcement actif. Chaque swipe, chaque notification, c'est une micro-récompense qui nous conditionne. On se retrouve en fait dans une sorte de boîte de Skinner numérique où notre comportement est constamment renforcé. On n'est plus spectateur, on est devenu le sujet de l'expérience. Et tout ça, ça a des conséquences bien réelles, biologiques. Le concept clé ici, c'est la neuroplasticité. Il faut voir notre cerveau comme un muscle. Plus on l'entraîne à faire quelque chose, plus il devient bon à ça. En le soumettant à des milliers de micro-stimulations rapides, on ne fait pas que perdre du temps, on est littéralement en train de le recabler. On l'entraîne à devenir une machine à distraction, de moins en moins capable de se concentrer longtemps. Et voilà comment le piège se referme dans notre tête. C'est un cycle en 4 étapes. Tout part dans le déclencheur, souvent le stress. Ça active l'amygdale, notre système d'alarme interne. En réponse, le cerveau cherche une issue de secours facile, une gratification immédiate, la pulsion de scroller. En faisant ça, on court-circuite le cortex préfrontal, le siège de notre volonté. Et plus on répète cette boucle, plus elle devient un réflexe, une autoroute neuronale gravée dans notre cerveau. Et attention, qu'on soit bien clair, rien de tout ça n'est un accident. Cette citation, elle est tirée d'une conversation interne qui a fuité chez Meta. C'est sans équivoque. La nature addictive de ces plateformes, c'est une conséquence connue, discutée et même voulue par leurs concepteurs. C'est le cœur de leur modèle économique. Mais ce piratage de l'attention n'était en fait que la première étape. Dans cette deuxième partie, on va voir que la menace est en train d'évoluer, de devenir plus profonde. Après avoir hacké notre attention, la nouvelle frontière, c'est de hacker notre besoin d'attachement. La première phase, on la connaît bien maintenant. C'est le modèle de l'économie de l'attention. Les plateformes capturent notre temps de cerveau disponible et le revendent à des annonceurs. Notre temps, notre concentration, c'est leur produit. C'est là-dessus qu'ils ont bâti des empires. La nouvelle phase, elle, est beaucoup plus subtile. Les chatbots d'IA ne cherchent plus seulement à nous distraire. Leur but, c'est de créer un lien émotionnel, un véritable attachement. Pour ça, ils exploitent notre tendance naturelle à prêter des émotions à des machines en nous offrant des relations parfaites, faciles, sans aucune friction. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est déjà une réalité. Une étude de la Harvard Business Review montre que la raison numéro 1 pour laquelle les gens utilisent ces chatbots, c'est pour de la thérapie ou simplement pour avoir de la compagnie. On se tourne déjà massivement vers l'IA pour combler des besoins émotionnels très intimes. Alors on pourrait se dire, où est le problème si ça aide les gens ? Le problème, c'est le modèle économique qui se cache derrière. Il y a un terme pour ça, l'enchification, qu'on pourrait traduire par merdification. C'est un cycle prévisible en 3 temps. D'abord, la plateforme est géniale pour attirer les utilisateurs. Ensuite, elle commence à les exploiter pour plaire à ses clients. Et à la fin, elle exploite tout le monde pour maximiser ses propres profits. Les chatbots d'IA sont programmés pour suivre exactement cette même trajectoire. Bon, le constat est assez sombre, je vous l'accorde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On n'est pas condamné à subir. Il est possible de se défendre. Et c'est tout l'objet de cette 3e partie, une boîte à outils de solutions concrètes pour reprendre le contrôle. On peut commencer par des gestes simples, une sorte d'hygiène numérique. Par exemple, supprimer les applications les plus addictives. C'est radical, mais c'est efficace. Une autre astuce, c'est de passer son écran en noir et blanc. Ça le rend tout de suite beaucoup moins attirant. Ou encore, créer des sanctuaires sans téléphone, à table ou dans la chambre à coucher, pour laisser le cerveau se déconnecter. Et ce qui est incroyable, c'est que les bénéfices sont très rapides. Des études montrent qu'après juste 1 ou 2 semaines de détox numérique, 91% des gens rapportent des améliorations nettes de leur attention et de leur bien-être. C'est la preuve que rien n'est irréversible. Le cerveau peut se réparer, et vite.
Mais ces solutions, ça reste des mesures défensives. C'est un bon début, mais pour construire une véritable résilience mentale, pour vraiment s'épanouir, il faut aller plus loin. Il faut cultiver activement notre monde intérieur. Et pour ça, il y a des pratiques plus profondes. La méditation, par exemple, qui revient à tracer une frontière pour protéger sa conscience. Il y a aussi le fait de cultiver l'émerveillement, en se reconnectant à la nature ou à l'art, pour se rappeler qu'il y a plus grand que nous. Et enfin, et c'est peut-être le plus contre-intuitif aujourd'hui, il faut réapprendre à s'ennuyer, laisser son esprit vagabonder. C'est dans ces moments de vide apparents que naissent l'introspection et la créativité. J'adore cette métaphore d'un neuroscientifique qui parle d'une nouvelle chute de neige sur l'esprit. C'est exactement ça l'objectif. C'est recouvrir les vieilles traces, les chemins tout tracés de la distraction pour permettre au cerveau de créer de nouvelles pistes de pensée, plus saines et plus intentionnelles. Au fond, l'enjeu est parfaitement résumé par la sociologue Sherry Turkle. La bataille, ce n'est pas vraiment contre la technologie. C'est contre l'oubli de ce qui fait la richesse d'une vie, les connexions réelles, la réflexion profonde et l'expérience directe du monde. Et donc, on termine sur cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. À quand remonte la dernière fois où l'on s'est vraiment autorisé à s'ennuyer? Dans un monde qui nous pousse à remplir chaque microseconde, oser l'ennui, c'est peut-être devenu l'acte de résistance le plus radical pour protéger ce qui fait de nous des humains.